On a compris. C'est bon. Donc, je m'appelle Anaëlle Buniol. Beaucoup d'entre vous ont reçu très régulièrement des mails pendant l'année et demie qui s'est écoulée. Et du coup, ce soir, on va pouvoir vous raconter ce qu'on a fait avec toutes les données voilà, que vous nous avez permis de acquérir. Euh, le projet Prodige, c'est un projet qui est porté par la métropole de Dijon et qui s'intéresse à différents aspects euh, de l'alimentation, que ce soit depuis la production agricole jusqu'à la consommation alimentaire. Et nous, on a travaillé spécifiquement sur la consommation alimentaire. Et donc voilà, ce titre, c'est le titre de mon travail de thèse. Il est un petit peu indigeste quand on le lit comme ça, mais je vais essayer de vous décoder un petit peu ce que c'est pour que vous puissiez ressortir avec des éléments compréhensibles et que vous puissiez expliquer qu'est-ce que vous avez fait pendant 6 mois et à quoi ça a servi. Et à quoi ça a servi. Bonsoir. Alors, cette présentation, elle se découpe en petits parties. La plus importante, ça va être le premier chapitre. Déjà, si vous retenez ce que je raconte pendant le premier chapitre, vous avez peut-être 75% de tout le travail. Donc, comme je vous le disais, nous, on s'intéresse à la consommation alimentaire. Globalement, on a un système alimentaire, depuis la production jusqu'à la consommation alimentaire, qui est aujourd'hui fait face à différents enjeux. Aujourd'hui, on sait par exemple que la production agricole, et notamment qui est notamment liée à l'élevage, est responsable d'un quart des émissions de gaz à effet de serre du pays. Donc d'un point de vue climatique, on a des choses à faire. Un autre enjeu, c'est la santé. Chaque année, on a le développement de maladies liées à l'alimentation, comme par exemple le diabète, le surpoids, et chaque année, ça coûte plus de 11 milliards d'euros, c'est ça, hein, à notre système de santé. Et donc, on pourrait mettre en place des politiques de prévention pour essayer justement de prévenir ces différents coûts. Le troisième point, c'est qu'on est face à des inégalités sociales. Quand on est en situation de vulnérabilité économique, on a plus de risques de faire face à des maladies comme par exemple le diabète ou certains cancers liés à l'alimentation. Et donc, ce système alimentaire, il fait face à un certain nombre de problèmes, mais ce qu'on sait, c'est que les solutions pour les résoudre sont également liées. Au niveau international, comme en France, on a des recommandations sur ce qu'il faudrait faire. La première chose, ce serait de consommer moins de calories, et notamment un petit peu moins de calories d'origine animale, donc la viande notamment. L'autre point, ce serait d'augmenter notre consommation de produits végétaux sains, donc les fruits, les légumes, les 5 fruits et légumes par jour, mais aussi ce qu'on appelle les légumineuses, donc les pois chiches, les lentilles, les protéines végétales. Dans le concret, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a ces recommandations, et puis il y a les pratiques, nos pratiques de consommation. En moyenne, en France, ce qu'on observe ici, par exemple, c'est qu'en 2021, on n'avait que 19% des hommes et 21% des femmes qui déclaraient respecter la recommandation des 5 fruits et légumes par jour. Pardon? 25, merci. Et seulement 23% des adultes au total qui consommaient au moins les 2 portions de légumineuses recommandées chaque semaine. Pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on est aussi loin de ce qu'il faudrait faire? On peut avoir plusieurs raisons à ça. La première, c'est une raison financière. On sait que quand on est contraint financièrement, bah on va plutôt s'orienter vers des produits qui nourrissent. Et donc, en général, c'est des produits un petit peu plus gras, un peu plus sucrés, un peu plus salés. Et les fruits et légumes, par exemple, sont des produits relativement chers qui peut être plus difficile de consommer. La deuxième raison, c'est une raison plus d'ordre de l'information. On n'est pas toujours informé sur les produits qu'il faudrait plutôt consommer. Et des fois, même lorsque l'information est disponible, eh ben, on la comprend toujours pas. On la comprend pas toujours. Parce que dans les magasins, on est inondé de stratégies marketing. Chacun veut mettre en avant son produit. Et donc, bah, s'orienter vers des produits végétaux sains, par exemple, comme les fruits et légumes, ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais ça, c'est comme ça. Et puis le troisième point, c'est que la consommation bah, voilà, de produits comme par exemple un peu gras, un peu sucrés, un peu salés, c'est des aliments qui nous font plaisir dans notre quotidien
Et donc, des fois, à court terme, on préfère s'orienter vers ce type de choses plutôt que vers d'autres produits qui sont peut-être réputés un peu plus nutritifs, mais dont la consommation ne nous fait pas forcément plaisir. Donc ça, c'est les causes. Maintenant, les solutions. Les solutions, ça peut être d'abord d'agir sur notre porte-monnaie. Peut-être qu'en proposant une aide financière pour acheter voilà, des produits végétaux sains comme les fruits et légumes, peut-être que ça pourra nous aider à nous rapprocher des recommandations internationales. Peut-être qu'en formant, on peut aussi changer les choses. Et puis le troisième point, ce serait peut-être de faire aussi des stratégies marketing qui nous orientent, qui nous donnent envie d'acheter un peu plus de fruits et légumes, par exemple. S'il y a besoin de clarification, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors moi, je vais intervenir tout de suite, c'est que je vous entends parler déjà en premier du porte-monnaie. Oui. Certes, le porte-monnaie, il est intéressant. Est-ce que manger mieux, manger moins, manger mieux coûte plus cher? Pas du tout. Je pense que la première des choses aujourd'hui, il faudrait s'y atteler, il est grand temps, c'est de, c'est de faire avoir 1 heure par semaine ou 1 heure tous les 15 jours d'instruction aux enfants à l'école pour plus tard en faire des adultes responsables. C'est de mettre des petits potagers à l'école au lieu de leur pourrir la tête avec des choses qui leur serviront à rien. Je pense qu'aujourd'hui, maladie, la prévention, c'est pas la France. Il faut que la France, aujourd'hui, elle prenne ses enfants. Moi, j'ai 70 ans, je vais vous dire, je sais comme je mange et tout. Stratégie, marketing et tout, mais on est des premiers en marketing. Le marketing, c'est quand on voit tout ce qu'on est capable de faire, mais par le marketing, on trompe aussi beaucoup. Oui. Il y a beaucoup d'illusions dans le marketing, on trompe beaucoup aussi. Donc, moi, ça m'interpelle. Je me dis, la première des choses, avant le porte-monnaie, c'est de sensibiliser à l'école. Juste, stop, on va s'arrêter là. Ouais. En fait, pour être très clair, je pense on va ouvrir la discussion 3 quarts d'heure pour les idées, commentaires divers. Là, je pense ce qu'Annelle disait, c'est que si vous avez des questions de compréhension, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, dites-le-en. Désolée. Pour pas que vous nagiez pendant 40 minutes. Oui. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, mais vraiment ce que vous ne comprenez pas. Ensuite, on sera ravi d'écouter vos opinions, vos avis sur la présentation et sur le. Voilà. Pardon? Vas-y. Ok, donc il y a ces différentes solutions. Et pendant ce projet donc, de recherche, on a travaillé sur différentes solutions pour répondre du coup à ces différents enjeux. Et donc, le projet Prodige, dans le travail de recherche qu'on a mis en place, on a surtout testé ce qu'un chèque alimentaire pour acheter des fruits, des légumes et des légumineuses pourrait produire si, pour nous aider à changer nos habitudes alimentaires. Quelques mois avant de commencer, donc ça c'était mon introduction, et donc pour ce travail de recherche, on a travaillé avec beaucoup de familles, plusieurs centaines de familles, et on a été à la rencontre des personnes de différentes manières. La première année, on a travaillé avec les épiceries sociales de la métropole de Dijon. On a recruté un certain nombre de personnes de cette manière. Cette première année, on a aussi été au Secours populaire dans les centres d'action sociale de la ville et à France Travail pour recruter des gens. Et puis la deuxième année, par Leclerc Marsanais. Et puis on a également fait appel à des personnes, probablement un certain nombre d'entre vous, qui participent à des études sur l'alimentation. Et c'est ce que j'ai appelé ici le panel local. Ce que vous observez ici, c'est selon les différentes voies de recrutement, comment se répartissent les approvisionnements, donc les achats. Ce qu'on observe en moyenne, c'est que la majorité des approvisionnements ont lieu dans les grandes et les moyennes surfaces, 70% en moyenne. Si vous avez accès à une épicerie sociale, on est plutôt autour de 40%, et l'épicerie sociale représente jusqu'à 44% des approvisionnements. Les épiceries sociales, ce sont des
Ce sont des associations qui sont comme des magasins qui proposent d'acheter un certain nombre de produits, mais à coût réduit. Bonsoir. On a ensuite regardé comment les différentes catégories d'aliments se répartissent entre du coup les voies de recrutement. Et ce qu'on observe, c'est que en moyenne, les fruits et légumes, bah, c'est quand même une bonne part. C'est à peu près un tiers de ce qu'on consomme. Je viens ensuite par les féculents. Donc on va du pain aux patates, aux pâtes. C'est quelque chose de... Et ce que j'ai ensuite appelé les produits discrétionnaires, ce qu'on trouve ici en jaune, c'est tous les aliments qui nous font plaisir, qui ne sont pas indispensables pour être en bonne santé, mais qu'on consomme au quotidien parce que, non, ça va des produits sucrés, des snacks, des gâteaux apéritifs, ce genre de choses. Et donc là, on est entre 14 et 15% du poids total de ce qu'on consomme chaque jour. Ok, ça marche. Et ensuite, par type de recrutement et par catégorie d'aliments, on peut savoir où est-ce que ces différents aliments sont achetés. Ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité de nos approvisionnements se font en grande et moyenne surface. Par contre, si vous avez accès à l'épicerie sociale, là, l'épicerie va représenter plus de la moitié de ce qui va être acheté pour certaines catégories d'aliments qui sont importantes. Donc les fruits, les légumes, les protéines végétales, donc les légumineuses, ça en vrai c'est une petite part, le poisson, les plats préparés, ce genre de choses. Pour les autres personnes, la majorité des approvisionnements pour toutes les catégories d'aliments, ça reste les grandes et les moyennes surfaces. Est-ce que tout est clair? Ok. Maintenant, je vais vous parler de ma première expérience. On a fait plusieurs expériences dans ce travail de recherche. La question qu'on pose ici, c'est qu'est-ce qui se passe quand on distribue des chèques alimentaires pour acheter des fruits, des légumes et des légumineuses? Est-ce que ça change nos comportements alimentaires et nos habitudes d'achat notamment? On fait ici deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que si on distribue des chèques alimentaires pour acheter des fruits et des légumes, bah, on s'attendrait à observer une amélioration de notre nutrition, notre santé. La deuxième hypothèse, c'est peut-être que si on consomme davantage, par exemple, de protéines végétales, peut-être qu'on s'attendrait à observer une baisse de la consommation d'autres choses, comme par exemple la viande, ce genre de choses. Ça, c'était les hypothèses, donc les idées qu'on avait avant de faire l'expérience. Et notre but, c'était de vérifier si notre intuition était bonne ou pas. Donc, rapidement, ce type d'expérience, on n'est pas les premiers à avoir fait ce genre de choses. Il y a déjà eu deux expériences similaires en France et elles ont montré que quand on distribue entre 6 et 10 euros par mois et par personne, il y a une augmentation de la consommation de fruits et légumes, mais elle est hétérogène et elle est relativement faible. Nous, on a fait quelque chose de similaire, mais on a proposé des montants qui sont beaucoup plus importants par rapport à ce qui a été fait dans le passé. Plutôt que 6 à 10 euros par mois, on a proposé de l'ordre de 40 euros. Et en fait, l'idée, c'était de proposer suffisamment d'argent pour atteindre les 5 fruits et légumes par jour. Et notre but, c'était aussi de regarder ce qui se passe sur l'ensemble de l'alimentation. Pas de regarder que l'évolution des fruits et légumes, de regarder la viande, les différents aliments, et de regarder en général qu'est-ce qui se passe sur notre santé et sur l'empreinte carbone. Hum, Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Le but de notre expérience, c'était, comme je vous le disais, de tester ces chèques alimentaires. Donc, il faut voir ça comme pas des tickets resto, on a utilisé des chèques services. L'équivalent qu'on connaîtrait, ce serait les tickets resto. Donc, ça pouvait être utilisé dans les supermarchés de la ville de Dijon. Et pour une partie de notre population, ça pouvait être utilisé qu'à Leclerc-Marsanet. Les montants, ça allait de 28 euros pour les personnes qui avaient accès à l'épicerie sociale jusqu'à 44 euros la deuxième année pour s'adapter à l'inflation.
Ces chèques alimentaires, ils ont été distribués pendant 14 semaines. On envoyait toutes les 2 semaines ces chèques. Et donc, au départ, on a recruté du monde. On a fait une première collecte des données. On a collecté les tickets de caisse pendant 1 mois. Et ensuite, on a fait un tirage au sort. Et la moitié des familles qui participaient ont reçu des chèques alimentaires. Et donc, à la fin, on se retrouve comme ça avec 200 familles qui appartiennent au groupe qu'on appelle témoins, et puis 200 familles qui ont reçu des chèques par ce tirage au sort. Est-ce que je parle suffisamment fort? Oui. Ok. Donc, on a fait une première mesure en se basant sur voilà, les données d'achat notamment. Puis, il s'est passé plusieurs mois. Et puis, on est revenu une deuxième fois. Et là, on a fait la même chose. On a demandé une deuxième fois de collecter toutes les données d'approvisionnement pendant 4 semaines. Et du coup, comme ça, on est capable de calculer ce qui se passe avant, après, en moyenne avant, après, et puis si on a reçu des chèques, si on n'en a pas reçu. Si maintenant, j'essaye de vous expliquer la définition de comment on analyse. Donc, on fait plusieurs groupes différents. D'abord, on a notre groupe témoin, le groupe des familles qui n'ont pas reçu des chèques alimentaires. Ensuite, ce que j'appelle l'analyse en intention de traiter, c'est l'ensemble des familles qui ont reçu les chèques alimentaires. Mais sur l'ensemble des familles qui ont reçu les chèques alimentaires, ces chèques alimentaires, ils n'ont pas forcément été utilisés complètement pour acheter des fruits et légumes. Il y a des personnes qui ont trouvé des moyens d'acheter autre chose. Et donc, les personnes qu'on identifie comme ayant acheté uniquement des fruits et des légumes, c'est ce que j'appelle le groupe utilisation conforme. La moitié. Et ça, on peut le savoir de différentes manières. Par les tickets de caisse, on peut savoir, parce qu'en fait, sur les tickets de caisse, il y a écrit le nombre, le montant de chèque alimentaire que vous avez utilisé, et on peut voir s'il y a des fruits et des légumes. Et puis, dans les questionnaires qu'on vous a fait, qu'on a passé, on a aussi demandé ce que vous avez acheté avec les chèques, et si vous aviez connaissance que certains chèques, est-ce qu'il y avait des restrictions. Et donc, à partir de ça, on peut estimer ce qui a été fait avec. Ça, c'est pour mes analyses principales. Et ensuite, il y a un deuxième groupe que j'ai appelé le groupe contrôle automatique. Là, c'est uniquement pour les personnes qui ont utilisé leur chèque à Leclerc-Marsanais. À Leclerc-Marsanais, on a fait quelque chose de particulier. On a mis en place un contrôle automatique en caisse. Et donc, les personnes qui pouvaient utiliser les chèques à cet endroit ne pouvaient acheter que des fruits et légumes. On avait travaillé avec les personnes à la caisse de ces magasins de manière à faire en sorte qu'un maximum de fruits et légumes uniquement puissent être acceptés. C'est toujours clair? Ok. Et donc maintenant, je peux vous donner des résultats de ces différentes analyses. Ce qu'on observe, c'est que quand on fait une distribution comme ça de chèques alimentaires, en moyenne, on observe une augmentation des approvisionnements de fruits et légumes qui vont de 29% jusqu'à 57% quand on met en place un contrôle automatique en caisse. La moitié, à peu près, de ces approvisionnements sont représentés par les fruits. Pour les personnes qu'on a recrutées dans les épiceries sociales, là, les fruits représentent une plus grande proportion, presque l'intégralité de ce qui a été acheté. Les légumineuses, les pois chiches, les lentilles, ce type d'aliments, c'est des aliments qu'on consomme assez peu en France. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que même quand on propose une subvention, on a une augmentation, mais elle reste relativement faible parce que notre consommation de base, elle est toute petite. On observe aussi que quand on subventionne, quand on donne de l'argent pour acheter des produits à base de légumineuses, les personnes s'orientent on ne s'oriente pas vers des lentilles ou des pois chiches. En général, on s'oriente vers des produits à base de légumineuses, comme par exemple du houmous, des falafels, ce genre de choses. C'est ce qu'on retrouve dans les données. Ça, c'est des graphiques qui montrent pour chaque groupe
comment évolue notre consommation. Les traits en vert que vous retrouvez en haut, c'est la recommandation. Pour atteindre les 5 fruits et légumes par jour, on devrait être à 400 grammes par jour et par personne. Ce que vous voyez en rouge, c'est la consommation moyenne des familles qui n'ont pas reçu les chèques alimentaires. Donc on voit qu'entre les deux périodes de mesure, cette consommation elle baisse. Ça peut être lié soit au fait que remplir des données d'achat, c'est fatigant et peut-être que c'est un petit peu moins bien rempli la deuxième fois, soit peut-être que c'est une tendance saisonnière, peut-être que c'est normal. La deuxième fois, on revient en plein mois de février, on est au cœur de l'hiver, il y a moins de fruits et légumes, et donc peut-être que naturellement, on baisse. Ce qu'on observe ici, donc les autres traits, c'est ce qui se passe quand on donne des chèques alimentaires. Et donc, voilà, ce qu'on observe à chaque fois, c'est que à la deuxième période de mesure, on est autour de 300 jusqu'à 360 grammes. On s'est fortement rapproché de la recommandation, mais on n'y est pas complètement. Et ça, c'est pour les légumineuses. Donc là, comme vous pouvez le voir, pour être bien, il faudrait qu'on soit à 57 grammes par jour et par personne. Quand c'est écrit UC, ça veut dire unité de consommation, mais ça veut dire, on peut traduire par personne. Donc, 57 grammes par jour et par personne, au départ, on démarre à 14, voire 8, non, 18 quand on est uniquement à Leclerc. Et quand on vous donne un ticket pour acheter des légumineuses, on passe de 14 à 22 grammes. C'est mieux, mais c'est pas suffisant. Et ça peut s'expliquer de différentes manières. En fait, on montre que même si on subventionne, ça suffit pas. Parce que c'est pas dans nos habitudes alimentaires. Et ça, c'est la proportion de familles qui atteignent les 5 fruits et légumes par jour avant et après. Donc en rouge, toujours. Vas-y, si tu veux. Attends, tu veux y aller? Trouvez toujours le groupe témoin. Et donc, par exemple, on retrouve la tendance qu'on avait avant. Par exemple, ici sur notre groupe témoin, donc avant l'intervention, on avait 27% des familles du groupe témoin, donc qui ne recevront pas de chèque, qui respectaient les 5 fruits et légumes par jour. 3 mois plus tard, on passe à 19. Donc là, on a une baisse, encore une fois, de la tendance. Avec le chèque alimentaire, on augmente un petit peu. Par contre, on peut le voir sur les légumineuses, on reste très faible. On a ensuite été regarder ce qui s'est passé pour les autres catégories d'aliments. La viande, tous les types d'aliments, les féculents, les produits gras, etc. On n'observe pas vraiment de différence. C'est pas parce qu'on a donné de l'argent pour acheter des fruits et légumes que les gens changent leurs habitudes. Par contre, on observe un impact plutôt positif quand on calcule ensuite des indicateurs de nutrition un peu plus importants. On observe notamment une amélioration de ce qu'on appelle le MAR. Le MAR, c'est un indicateur où en fait on va calculer les nutriments qu'il faut consommer pour être en bonne santé. Et plus on se rapproche de 100%, plus on est bien. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que grâce à cette intervention, grâce au chèque alimentaire, les nutriments qu'il faut favoriser, on en consomme davantage. Et donc, le MAR s'améliore. À l'inverse, quand on prend, par exemple, 100 grammes d'aliments, comme on consomme plus de fruits et légumes, et que les fruits et légumes sont un peu moins caloriques, quand on regarde juste 100 grammes d'aliments, ce qu'on appelle la densité énergétique a tendance à baisser. Et donc ça, c'est positif. Par contre, si on regarde toutes les calories qui sont consommées chaque jour, là, ça ne bouge pas. Et de la même manière, on se rend compte que l'empreinte carbone, donc le côté environnemental de chèque alimentaire, ça ne bouge pas non plus. Ce qui fait que notre alimentation produit beaucoup de CO2, de gaz à effet de serre, c'est notamment notre consommation de viande. Et en fait, avec le chèque alimentaire, il n'y a rien qui change. Donc, si je fais le lien avec les hypothèses que je vous avais présentées au début, en fait, on se rend compte que notre chèque alimentaire, il est intéressant pour la santé, parce qu'on consomme plus de choses, des nutriments qui sont intéressants. Par contre, pour l'environnement, là, c'est pas ça qu'il va falloir prioriser.
On s'est rendu compte aussi que la consommation, notamment de fruits et légumes, pour le même montant de chèque alimentaire qu'on va être amené à donner, si vous êtes plutôt de classe moyenne, que vos revenus sont un petit peu plus élevés, bah, avec le chèque, vous allez acheter plus de fruits et légumes que si vous êtes à 640 € par mois. Ensuite, en économie, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir si on met 1 € dans une politique, est-ce que cette politique, elle est rentable pour la société? Est-ce que c'est un bon investissement ou pas? Ici, pour pouvoir le quantifier, ce qu'on a cherché à calculer, c'est on a cherché à estimer un temps de vie en bonne santé supplémentaire que vous pouvez avoir grâce au chèque alimentaire. Et donc, on calcule que si on met en place un contrôle automatique en caisse, en moyenne, les personnes peuvent vivre un quart d'heure chaque jour en plus en bonne santé. Et donc, ça peut avoir des conséquences positives parce que si vous vivez plus longtemps en bonne santé, ben, il y aura moins de coûts d'hospitalisation. Bref, on estime donc que la politique, d'un point de vue prévention de santé, elle est utile. Et puis ensuite, on a essayé d'aller un petit peu plus loin. Si je vous donne 40 € de chèque alimentaire, comme je le disais tout à l'heure, il peut se passer plein de choses. Il y a une part de cet argent que vous allez utiliser pour augmenter vos achats, votre consommation de fruits et légumes. Il y a peut-être une part de cet argent qui va servir à acheter plus cher. Peut-être que vous allez changer de magasin. Peut-être que vous allez vous mettre à acheter des produits exotiques. Peut-être que vous allez acheter du bio. Je ne sais pas. En tout cas, vous allez peut-être augmenter la qualité de vos achats. Et donc ça va se voir parce que le prix au kilo va augmenter. Il y a une part que vous n'allez pas utiliser parce que peut-être que l'échec n'était pas pratique, il ne vous plaisait pas. Il y a une part qui va servir à autre chose. Et puis le reste va peut-être juste servir à financer ce que vous achetiez déjà. Il n'y aura peut-être pas d'augmentation, juste on maintient. Et du coup, de l'autre côté, bah, vous allez économiser de l'argent et vous allez pouvoir l'utiliser pour d'autres choses. Et cette répartition des différents montants, on peut l'approcher et l'estimer. Pour faire cette expérience, on a travaillé sur 2 années. Ici, c'est les résultats quand on a travaillé en épicerie sociale avec le Secours populaire, le Centre communal d'action sociale. Quand on a fait l'intervention sur cette année, on donnait les chèques alimentaires et on disait aux personnes que ces chèques pouvaient être utilisés dans les commerces. Et on a mis des logos de fruits, de légumes, de légumineuses sur les chèques. Mais il n'y avait aucune manière de savoir comment ces chèques étaient. Il n'y avait pas de contrôle, si vous voulez. On considérait que le respect du dispositif reposait sur la confiance. La deuxième année, on a fait la même chose pour une partie des participants. Et puis, dans ce groupe qui a eu le contrôle automatique, on a été un peu plus loin parce qu'en fait, on s'est demandé ce qui se passe. Enfin, ce qu'on s'est dit, c'est que si on mettait en place un contrôle automatique en caisse dans un grand supermarché, bah, on aurait peut-être plus de chances de se rapprocher de ce qu'on pourrait observer si on était à l'échelle française. Et donc là, vous retrouvez les résultats pour du coup les différentes conditions. Et ce qui nous a marqué, ce qui pour nous est important dans ces différents graphiques, c'est que si on met en place un contrôle automatique en caisse, il y a à peu près la moitié des montants de chèque alimentaire que on va vous donner, qui serviront vraiment à augmenter la quantité. On a une faible part qui sert à augmenter la qualité. La première année, c'est même plutôt négatif. Ce que vous retrouvez en rouge, c'est la part qui a servi à autre chose. Donc, vous voyez que si on ne met pas en place de contrôle automatique, on est autour de 30%. Et même avec le contrôle automatique à Leclerc, bah, il y en a quand même une part qui a servi à d'autres choses. Et ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Ça peut s'expliquer voilà, par le fait que, en fait, quand vous êtes dans un magasin, quand vous êtes à Leclerc, les fruits et légumes, c'est saisonnier. Et en fait, il y a tout le temps des nouvelles références de fruits et légumes qui arrivent. Donc, il y a un gros travail de classification par Leclerc qui a été réalisé pour s'assurer que les produits étaient les bons. Et si les produits n'étaient pas renseignés dans leur logiciel de caisse, c'était du coup aux personnes à la caisse de définir si oui ou non c'était possible. Et donc voilà, il y a une part de ce mésusage qui peut s'expliquer de cette manière.
Et puis après, il peut y avoir aussi peut-être des effets de classification, de comment les aliments ont été rentrés, et peut-être que dans nos bases à nous, ce serait en féculents. Voilà, il peut y avoir des confusions un peu comme ça. Et puis le reste, ce que vous voyez en bleu foncé en haut, c'est le non-recours. C'est la part qui n'a pas été utilisée. Un autre point, c'est toute la partie en vert. Ce que vous voyez en vert et en vert assuré, c'est ce qui était acheté à la base. Ce qu'on voit ici, c'est que la première année, on a surtout travaillé avec des personnes qui allaient à l'aide alimentaire, ou voilà, qui avaient besoin d'un peut-être n'importe financier. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que cette année-là, le chèque alimentaire, il a permis d'améliorer modestement l'augmentation des consommations. Par contre, il a surtout permis de maintenir ce que les personnes achetaient au point de départ. Et puis, les deuxièmes années, on peut voir que la part en vert, ou de maintenir ce qui était acheté au point de départ, c'est beaucoup plus faible. Par contre, ce qui nous a surpris, c'est que il y a une part des achats qui ont été effectués par les familles sur leur propre denier. En fait, même si on vous a donné des chèques alimentaires, il y a une partie vous avez continué d'acheter des fruits et légumes sur la base de votre propre budget. Et ça peut peut-être s'expliquer par le fait que peut-être que notre chèque alimentaire qui servait surtout à aller au supermarché, peut-être que ça vous convenait pas. Peut-être que vous vouliez plutôt aller au marché ou dans d'autres lieux d'approvisionnement. Et c'est peut-être ça qui peut expliquer ce qu'on observe ici. Donc, ça, c'est sur la première étude. Et donc, voilà, ce qu'il faut en retenir, c'est que ce chèque alimentaire, il montre un intérêt en termes de santé. On est amené, en consommant plus de fruits et légumes, on consomme plus de nutriments qui nous maintiennent en bonne santé. Ce chèque alimentaire, de nos résultats, il ne permet pas d'améliorer l'empreinte carbone de l'alimentation. Et puis voilà, si on met en place un contrôle automatique en caisse, on peut s'attendre à de meilleurs résultats. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Ok. Maintenant, je vais vous parler du chapitre 2. Le chapitre 2, c'est globalement la même chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a fait le recrutement, on vous a demandé si vous seriez intéressé de participer à des ateliers à petit budget. Bien manger à petit budget. Je ne sais pas si ça vous parle. Ok. Dans une deuxième expérience, on a distribué les mêmes chèques alimentaires. Mais à une partie des personnes tirées au sort, on a en plus proposé ces ateliers. Et donc ici, ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que en proposant une formation pour apprendre à bien classifier ses aliments et à choisir la meilleure option, la moins chère et la plus nutritive, accompagnée de chèques alimentaires, est-ce que ça permet encore mieux, est-ce que ça a un effet en plus pour améliorer notre alimentation? Pourquoi on a fait ça? Il y a assez peu d'études dans le monde aujourd'hui qui ont cherché à savoir ce qui se passe quand on fait un chèque alimentaire et qu'en plus, on forme, on donne des formations. Donc voilà, on est la 5e dans le monde. Et donc, le chèque alimentaire, c'est exactement le même que ce que j'ai décrit précédemment. C'était 44 € par personne et par mois. Les ateliers qu'on a faits, il s'agissait de 2 séances réparties sur 2 semaines. À chaque fois, dans ces ateliers, on avait entre 2 et 12 personnes. L'objectif, c'était d'accompagner la distribution de chèques en renforçant les connaissances les connaissances nutritionnelles et la maîtrise du budget alimentaire. Et donc, pour ça, on a fait donc 2 séances. La première séance, elle était consacrée à la catégorisation des aliments, entre les aliments à limiter, les aliments à favoriser, puis les aliments neutres, par exemple, ceux qu'on peut consommer, mais qui n'ont pas forcément de bénéfices particuliers pour notre alimentation. Il y en a plein. On a ensuite travaillé pour, du coup, à même intérêt nutritionnel, quel type d'aliments favoriser pour être le plus économique possible. Ça, c'était le premier atelier. Et la deuxième séance, on a fait plusieurs choses. On a comparé des paniers alimentaires, un panier avec beaucoup de... On a comparé plusieurs paniers et on a fait aussi des dégustations à l'aveugle.
notre but, c'était de tester, par exemple, plusieurs types de compotes, plusieurs types de pois chiches, si je me rappelle bien. Et puis, on ne disait pas le prix. Et en fait, il fallait essayer de classer qu'est-ce qui était meilleur ou pas. Et de travailler comme ça sur notre perception du prix. Et puis, dans une dernière partie, on a fait aussi des retours personnalisés sur les données d'approvisionnement qui avaient été faites le mois précédent. Donc, pour cette expérience, on a du coup 3 groupes. Quand on a fait les entretiens, enfin, le recrutement au tout début, on vous a tous demandé si les ateliers vous intéressaient. Pour cette expérience, on a pris en compte que les personnes qui nous avaient dit qu'elles étaient intéressées par ces ateliers. Et à partir de là, on a constitué 3 groupes. Donc, il y a beaucoup moins de familles dans cette expérience. Le premier groupe, c'est le groupe témoin. Donc, c'est le groupe des personnes qui étaient intéressées par les ateliers, qui n'ont pas reçu de chèque et qui n'ont pas fait les ateliers. Le deuxième groupe qui a reçu les chèques. Et puis le troisième groupe qui a fait les deux. Encore une fois, on était ici sur la base d'un tirage au sort. Donc, les chèques ont encore été une fois envoyés pendant 14 semaines. Et puis, on a fait 5 heures d'atelier avec 2 sessions à la fin du mois de janvier. Quelques caractéristiques. Voilà, on est plutôt sur majoritairement des femmes qui ont participé à cette expérience. Et ça, c'est plutôt classique quand on participe à des études sur l'alimentation. Les données, elles sont représentatives de ce qui se fait ailleurs. On est sur une consommation de fruits et légumes autour de 300 grammes, de 290 à 340 grammes par jour et par personne. Donc, on est sur des choses qui sont plutôt comparables. Alors, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'était efficace? La réponse, c'est non. La réponse, c'est que la formation n'a pas eu d'effet supplémentaire par rapport au chèque alimentaire. Il n'a pas permis d'améliorer nos approvisionnements. Donc, en fait, là, ce qu'on voit, c'est que sur le groupe chèque ou sur le groupe chèque plus atelier, on observe une augmentation qui va de 129 à 139 grammes. Et on n'a pas d'effet. Nous, quand on fait nos analyses statistiques, bah, on ne trouve pas d'effet particulièrement important pour dire que oui, les chèques ont bien un effet différent. On a fait la même chose, comme tout à l'heure. J'ai regardé tous les aliments qui existent. On a quelques effets qui ressortent, mais on n'est pas capable de dire que précisément ces effets sont les bons. Là, par exemple, j'ai un effet sur les aliments discrétionnaires. Donc, les aliments discrétionnaires, c'est tous les produits plaisir. Donc, le produit sucré, les produits gras, les apéros, etc. Et donc là, si je regarde comme ça, j'observe que mes ateliers, ils ont permis de réduire de 34% les approvisionnements de ce type de produits. Sauf que il faut être très prudent quand on analyse ce type de résultats. Parce que ici, contrairement à tout à l'heure, on est sur des données où on est sur une population beaucoup plus restreinte. On est autour de 40 familles, alors que tout à l'heure, on réfléchissait sur plutôt de 200 familles. Et puis, bah, les effets qu'on retrouve ici, ils sont pas cohérents avec ce qu'on a pu observer sur la grosse expérimentation. Donc, on va être prudent par rapport à ça et on va recommander de faire d'autres interventions pour confirmer ce résultat ou peut-être l'infirmer. Du coup, en général, comme on ne voit pas vraiment de différence sur les différents aliments, on ne peut pas dire que l'intervention bah, elle a un effet supplémentaire pour améliorer la santé, la nutrition et non plus l'environnement. Par contre, quand on calcule le coût de la politique du chèque alimentaire et puis bah, des ateliers, à court terme, faire des ateliers comme ça coûte à peu près, un mois plus tard, 90 € par personne. Ce qui représente à peu près 2 fois juste le fait de distribuer des chèques alimentaires. Si en plus de... Et ça, c'est l'hypothèse, si je ne vous paye pas pour participer à cet atelier. Parce qu'en économie, nous, on considère que le temps, bah, c'est de l'argent. Et donc, en théorie, si on participe à ce type de formation, dans l'idéal, on voudrait rémunérer les gens. Si on rémunère les gens, au niveau du SMIC horaire, on passe à 150 € par unité de consommation. Donc, c'est conséquent.
Par contre, si vous regardez, ces formations, elles peuvent être pensées de différentes manières. Si on pense le coût un mois plus tard, là, le coût, il est très important. Par contre, si on réfléchit, par exemple, comme le PSC1, les formations de secourisme, qui sont faites une fois tous les 2 ans, et qu'on se dit que ce type de formation, bah, il peut être intéressant, peut-être de le faire plus court, peut-être sur une séance, et de le répéter de temps en temps, bah là, en fait, dans le temps, le 90 € par personne, il va se lisser. Et les coûts vont être beaucoup moins importants. Donc, en fait, ce qu'on va dire à la fin de cet article, c'est qu'à court terme, bah, on ne mesure pas de changement. Mais peut-être que ce type de formation, ce serait intéressant de peut-être le mettre en place pour la population, peut-être pour les publics les plus vulnérables, euh, et puis de mesurer aussi à long terme ce qui se passe. Peut-être que les changements sur la formation, ça se voit sur plusieurs années. En tout cas, on n'est pas capable d'y répondre aujourd'hui. Ça, c'était le chapitre 2. Maintenant, je vais vous parler du troisième chapitre, qui est un... C'est la première fois que je le présente. Excusez-moi si je suis un peu plus confuse que pour les 2 premières présentations. Ici, on est sur un chapitre de méthode. On a cherché à savoir si les données d'approvisionnement, donc les courses, est-ce qu'on a les mêmes résultats que les questionnaires auxquels vous avez répondu. Vous rappelez les questions à base de vous avez mangé combien de fois des patates la semaine dernière? Et voilà, le but de ce travail-là, c'était de comparer les résultats pour essayer d'être un peu plus précis pour les prochaines études sur la manière dont on collecte les données. Ça, c'est fondamental pour être pertinent dans nos conclusions. Pour ça, on a pris en tout, pendant toute la thèse, on a fait 6 fois des collectes de données d'achat. Et puis, on a en plus travaillé avec des collègues qui ont fait le même exercice, mais avec un public étudiant. Le questionnaire qu'on vous a fait, vous vous rappelez, on vous demandait combien de fois la semaine dernière vous avez mangé des patates. Nos collègues, eux, ils ont demandé, au cours des 4 dernières semaines, combien de fois en moyenne par semaine avez-vous mangé des patates? On est sur 2 choses un peu différentes. Dans l'exercice que vous avez fait, notre but, c'était d'essayer de faire en sorte que vous puissiez vous rappeler de la manière la plus précise possible ce que vous avez fait. Quand on va vous poser des questions plutôt sur le mois, on va avoir une autre manière de réfléchir. On va plutôt avoir tendance à faire des moyennes sur ce qu'on fait en général. Et donc, voilà, nous, on pensait que si on se basait sur la semaine, ce serait peut-être plus précis. Sauf qu'il y a plein de choses qui peuvent expliquer les différences qu'on va observer après. Pour comparer voilà, les courses avec les questionnaires de consommation, on peut le faire de deux manières. On peut regarder les calories. Moi, j'ai regardé les poids des différents aliments. Et puis, j'ai calculé des coefficients de relation. Bon, ça, c'est un peu plus technique, mais en fait, comment les définir? C'est comme des scores qui nous permettent de savoir à quel point deux mesures sont proches. En gros. Nos résultats. Ce qu'on observe en moyenne, c'est que si je vous demande combien de fois le mois dernier vous avez mangé des patates, les résultats seront meilleurs que si je vous demande combien de fois vous avez mangé des patates la semaine dernière. Le fait en lissant notre consommation, on obtient un petit peu de meilleurs résultats. Mais ça reste à relativiser. Ce qu'on observe, c'est que les meilleurs niveaux de corrélation, donc les points entre les données d'approvisionnement, les courses et puis les questionnaires, ils sont les meilleurs, ils sont les plus forts pour certaines catégories d'aliments. Donc en fait, seulement pour 15% de l'apport énergétique total de l'alimentation. Donc en fait, les résultats, ils sont pas si bons. Et c'est que sur certains types d'aliments. Là, nous, on l'observe sur le lait, l'alcool, les sodas, le poisson, les céréales du petit déjeuner. On a une catégorie qui est très précise. Le poulet et les légumineuses. Donc voilà, ça c'est une première conclusion. La deuxième conclusion, c'est quand on regarde en moyenne pour les catégories d'aliments
les moyennes consommées, en fait, il y a des aliments pour lesquels on a de très fortes différences. Et là, on retrouve que, par exemple, pour les fruits et légumes, quand on va vous demander en moyenne le mois dernier combien de fois vous avez mangé des fruits et légumes, ou la semaine dernière, en moyenne, quand on vous pose la question, on a tendance à surdéclarer notre consommation de fruits et légumes. Et là, ça va jusqu'à 90%. En fait, on sait qu'il y a des biais. Quand on va vous demander en moyenne combien de fois vous consommez des fruits et légumes, intuitivement, on a tendance à se dire qu'on en consomme plus que ce qu'on fait réellement. Et ça, c'est particulièrement marqué sur les fruits et légumes. Sur mes résultats, on observe aussi une surdéclaration des boissons sucrées. Ça peut s'expliquer. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Dans les questionnaires, on vous demandait à quoi ressemble votre verre de soda, combien de fois vous avez consommé la semaine dernière. Peut-être que les photos, peut-être que les tailles de portions qu'on a proposées, peut-être qu'elles ont tendance à surestimer les consommations réelles. Vous me suivez? Ok. Le deuxième point, c'est que quand on prend les familles qui consomment le plus d'aliments, les différents aliments, sur la base des courses, on observe que les questionnaires ont tendance à sous-estimer la plupart des aliments. On dit donc que les questionnaires de fréquence alimentaire saturent. Ils ne permettent pas de représenter de manière fiable les familles qui ont tendance à consommer beaucoup. Et puis le dernier résultat de cette troisième étude, c'est que quand on fait une mesure, quand on fait deux mesures, en général, sur beaucoup de catégories d'aliments, on observe une baisse des déclarations. Sur les fruits et légumes, ça baisse de 26 à 35%. Donc ça, c'est soit, comme je vous le disais juste avant, ça peut être soit lié au fait qu'il y a une fatigue du remplissage, peut-être que c'est plus difficile la deuxième fois, ou ça peut également peut-être être lié à un effet de saisonnalité. Mais ça, on l'observe sur d'autres aliments, comme par exemple les produits laitiers, où la deuxième fois, on va déclarer en moyenne 30% de moins que la première fois. Dernière partie. La toute première année, on a travaillé dans les épiceries sociales de la métropole. Donc, pour rappel, une épicerie sociale, donc c'est une association qui recrée comme une sorte de magasin. Et l'idée, c'est d'avoir un maximum de produits qu'on peut retrouver dans les supermarchés, mais ils vont être à coût réduit. En général, c'est un tiers de ce qu'on retrouve en supermarché. Donc, c'est assez intéressant. Et là, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe si au sein de l'épicerie sociale, on fait des stratégies marketing pour mettre en valeur les fruits et légumes. Donc là, ça va être par exemple de faire comme ce qui se faisait à grands frais, de mettre des cagettes en bois, de faire de l'affichage pour dire pourquoi les fruits et légumes c'est bien. Ça peut aussi être de faire des animations, comme des barres à jus de fruits, ce genre de choses. Et donc, pour cette toute première intervention, cette première étude, c'est toujours le même principe. Il y a eu une épicerie où il n'y a rien qui a été fait, et une deuxième épicerie où ils ont fait tout ce que je viens de vous décrire. Et puis on a recruté, pareil, des familles, en leur demandant à chaque fois de nous dire qu'est-ce qu'elles ont acheté pendant un mois, avant et pendant. Cette étude, on ne peut pas conclure. Parce que on observe quelque chose qui nous fait douter de la qualité de nos analyses. C'est ça. Avant de faire la moindre chose, on se rend compte que les approvisionnements de fruits et légumes sont vendus simple au double. Dans l'épicerie témoin, donc dans laquelle il ne s'est rien passé, au point de départ, on est à 220 grammes par jour et par personne. De l'autre côté, on est à 430. C'est pas comparable. Ça peut être lié à différentes choses. Ça peut être lié à une erreur de mesure, parce que voilà, à cette époque-là, pour mesurer les approvisionnements, on travaillait avec les
les données de caisse des épiceries sociales. Donc, il peut y avoir peut-être des choses qui ne sont pas complètement cohérentes. En tout cas, on n'est pas complètement confiant. Ça peut être lié au fait qu'on a assez peu de participants. Donc, en fait, comme là, on est sur 30 à 50 familles, bah, peut-être que si quelques familles ont une très forte consommation, bah, en fait, ça tire les moyennes à la hausse. Ça peut avoir un effet important. Le troisième point, c'est peut-être un point qui est normal. Peut-être qu'à cette époque-là, l'épicerie où il y a eu une intervention, peut-être que ils ont reçu de l'argent pour avoir plus de meilleurs fruits et légumes, des choses qui sont un peu plus intéressantes. Et donc peut-être qu'au moment où on est venu, bah, l'épicerie avait fait quelque chose qui de base était très efficace pour améliorer la consommation de fruits et légumes des personnes. Et donc pour toutes ces raisons, on ne conclut pas. Donc maintenant, je peux conclure sur cette présentation. Donc là, je viens de vous présenter mon travail de thèse. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Sur ces expériences qu'on a menées, on observe que les chèques alimentaires, donc ciblés vers les fruits, les légumes et les légumineuses, distribués sans formation, ont un impact sur l'amélioration des approvisionnements de fruits, de légumes, légumineuses. On observe une amélioration des indicateurs de nutrition. Par contre, comme le reste ne bouge pas, on n'a pas forcément de résultats sur, par exemple, des indicateurs d'environnement, comme l'empreinte carbone. Quatrième point, quand on fait une formation à court terme, on ne peut pas dire que cette formation a un effet supplémentaire sur le chèque. Le chèque reste le premier levier pour changer nos habitudes alimentaires. En tout cas, c'est ce qu'on observe ici. Et puis, voilà, ensuite, avant-dernier point, quand on met en place des formations à court terme, ça coûte cher. Si c'est espacé dans le temps, là, à terme, ça s'équilibre avec ce qu'on a quand on fait juste une politique de chèque alimentaire. Et puis, dernier point, un questionnaire de fréquence alimentaire, c'est pas véritablement, ça reflète pas forcément bien les achats réels des familles. Et voilà.